Je regardais, il y a la soluce de Eye of the Beholder 2. Parce que moi, tu sais, j'avais édité la sauvegarde de mes persos pour me coller des objets spéciaux, enfin tous les objets quoi. Mais parfois, j'avais commencé à 0, 0, 0, 0, et puis je faisais poup, 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 poup. Puis il y avait des fois, ça tombait, c'était des trucs, ça faisait planter le jeu. Mais là, il y a toute la liste carrément, de tous les objets qui sont dispo. Ça, c'est bien fichu quand même. C'est bien fichu, c'est aussi bien fichu que le reportage sur Alexis Blanchet, auteur d'un livre très intéressant, aussi bien fichu que Le temps perdu de Nicolas Robin, ou que Rétro et Magique, grâce auquel je n'ai quasiment pas besoin de lire des magazines pour savoir ce qui se passait dans l'ancien temps, au Moyen-Âge. Mais par contre, si je veux savoir ce qui se passe maintenant, je regarde les news comme tout le monde. Alors que l'Europe vient d'accueillir les remakes Heart Gold et Soul Silver, le Japon se prépare déjà pour la suite des opérations. Nintendo vient d'annoncer les prochains Pokémon, dont les versions se nomment cette fois Black and White. A priori, le système ne changera pas, et on comprend pourquoi, au regard des ventes de chaque épisode depuis les débuts de la série. En revanche, graphiquement, l'évolution devrait être importante. L'aspect visuel des combats semble ainsi avoir été retravaillé, tout comme les détails des environnements. Game Freak souhaiterait donc améliorer la partie graphique de son titre. Games Heroes, l'action RPG tout en pixels de Silicon Studio, sort dans à peine un mois. Core Media, qui édite le jeu en Europe, se charge ainsi de nous le rappeler grâce à un petit trailer axé sur la nécessité d'acheter des objets en magasin. Sympa, vraiment. On attend avec impatience le 13 mai. A Twist of Fate est disponible depuis le 26 novembre sur PC. Fait rare, les équipes du studio madrilène Pendulo ont bénéficié d'un peu plus de temps pour adapter leur point and click sur DS. Celui-ci ne sera disponible qu'à la fin du mois. Aucun changement majeur n'est annoncé pour cette version portable. On retrouvera donc l'ensemble du contenu PC avec un système de jeu évidemment adapté au stylet ainsi qu'aux deux écrans. Après tout, tant mieux, car A Twist of Fate avait été l'un des très bons titres de la fin d'année dernière sur PC. Alors ça, vraiment, on voit qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé les PEGI, hein, parce que, ou des mots, pas que des mots, ou que les hommes sensibles se rassurent, Christmas Leftover d'Anarchy n'est pas un slideshow érotique de plus, mais une véritable démo de belle et bonne facture. Alors attends, si de nos jours, on voyait des images pareilles, hein, dans nos magazines, attendez, je vous le rapproche, j'ai les doigts dessus, c'est bon, ah, elle est où? Elle est là. Vous la voyez bien? Voilà, Vous la voyez bien, la photo, j'y arrive pas, hein, j'ai vraiment un problème de... En plus, avec le décalage, c'est monstrueux. Voilà, donc vous avez tous vu, c'est ignoble, dans ces magazines. On passait encore des photos des journalistes nus. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour travailler, pauvre Marc Lacombe. Pix & Love, vous connaissez sans doute ? Cette maison d'édition édite depuis 2007 un MOOC consacré au rétro gaming avec dossier de fond, news et interviews. Depuis quelques temps maintenant, elle s'est diversifiée pour éditer des ouvrages tels que l'histoire de Nintendo, la Bible PC Engine, Japan Arcade Mania ou encore les cahiers du jeu vidéo. Ils ont sorti début avril un livre de 450 pages des pixels à Hollywood dont nous avons rencontré l'auteur.
Je m'appelle Alexis Blanchet, je suis chercheur à l'université, chercheur en études cinématographiques. J'enseigne à la fac de Nanterre en région parisienne. J'enseigne aussi dans un institut de formation au métier du game design et de l'animation 3D qui s'appelle l'ICANN, qui est à Paris. Et j'ai fait donc pendant plus de 4 ans une recherche sur les relations entre cinéma et jeux vidéo, en essayant de comprendre finalement qu'est-ce qui se passait entre les deux domaines, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des échanges thématiques, esthétiques, entre le cinéma et le jeu vidéo. Bah voilà, je suis trentenaire, je suis d'une génération qui était la cible parfaite de Nintendo à la fin des années 80 et début des années 90. Mes premiers souvenirs de jeux vidéo remontent aux années 80, c'est-à-dire que mon père avait acheté un TO7 à l'époque. J'ai des frangins plus âgés qui s'amusaient pas spécialement au jeu, mais s'amusaient plutôt à programmer en basique dessus. Et donc j'étais en fait le joueur test et le débugger de leur jeu, puisque eux recopiaient des pages de code, tu sais, ces pages de code qu'on trouvait dans les magazines d'informatique. Et puis moi après je jouais à ces jeux qui étaient souvent des petites applications assez simples. Voilà, type un peu shoot 'em up ou ce genre de choses. Après le TO7, Alexis découvrit comme beaucoup d'ados dans les années 80 la NES et Mario. Il acheta même la Game Boy, en douce, sans l'accord de ses parents, pour pouvoir jouer à Zelda. Mais une fois arrivé au lycée, il abandonna un temps le jeu vidéo comme beaucoup d'autres pour se consacrer à d'autres choses. Passé au travers du phénomène PlayStation, il revient aux jeux vidéo grâce à un titre en particulier. 5-6 ans plus tard, vers 2000, je suis passé chez un copain qui avait Super Mario 64. Alors et moi, bon, mon souvenir, c'était de la 2D, c'était des jeux dans lesquels je m'étais fabuleusement amusé. Et d'un coup, de voir ce Super Mario 64, ça a vraiment... j'ai eu une réaction parce que je comprenais pas comment ça pouvait fonctionner en 3D. Donc il m'a mis la manette entre les mains. J'étais censé dormir chez lui, je suis resté réveillé toute la nuit à jouer à Mario 64. Et là, je me suis dit, il s'est passé des choses, t'as manqué des choses. Et donc, je suis allé à l'époque sur eBazaar, c'était même pas eBay, c'était eBazaar. Et j'ai racheté Nintendo 64 et je me suis remis à jouer pendant mes études universitaires aux jeux vidéo. Et voilà, puis en cumulant petit à petit toutes les consoles du moment. Donc le jeu vidéo, c'est ce divertissement d'enfant, de jeune ado que j'ai eu. C'est un rapport aussi particulier que j'avais aux images, je crois. Enfin, en y repensant et en discutant avec pas mal de gens de ma génération, j'ai l'impression que c'était des objets qui nous proposaient des images qui n'étaient qu'à nous, d'une certaine façon, parce que les adultes s'en fichaient complètement, parce qu'elles n'étaient pas très belles à regarder sur des écrans monochromes de Game Boy ou même sur des consoles 8 bits. Et puis c'était des images qui gagnaient en qualité mois après mois et machine après machine. Et c'est vrai que je pense d'ailleurs, si la critique à l'époque était si attentive à la qualité graphique des jeux, c'était aussi qu'on avait ce rapport à ces images un peu qui nous appartenaient à nous, que les autres comprenaient pas trop. Et voilà. Et puis c'est vrai que à partir du moment où je me suis remis à jouer au début des années 2000, donc il y a une dizaine d'années maintenant, je me suis rendu compte finalement que la dimension du jeu, du gameplay, était quelque chose que j'avais tout à fait compris à l'époque, mais que j'avais pas formalisé d'une certaine façon. Et puis là, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup plus intéressé à partir de ce moment-là. Il envisage ensuite de s'atteler à une thèse et si au départ il pense la consacrer au rapport des usagers du DVD au film en général, il change très vite d'avis. J'avais commencé à regarder un petit peu ce qui était écrit autour du jeu vidéo. J'avais vu quelques textes américains qui me semblaient assez intéressants. J'avais repéré quelques premiers textes français qui commençaient à être écrits sur le sujet. J'avais surtout vu une émulation assez importante au niveau d'Internet. Avec des sites comme Planète Jeux, avec des sites spécialisés qui étaient très amateurs à l'époque, mais qui commençaient un peu à discuter des jeux vidéo et puis qui passaient un peu le pas au niveau des discours, c'est-à-dire qu'on n'en était plus seulement dans le guide de consommation, mais on était aussi à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous plaît, pourquoi tel jeu a commencé à faire des hiérarchies entre les jeux, etc. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une forme d'émulation, des textes moi qui m'intéressaient, dans lesquels je voyais des choses intéressantes, et je me suis dit mais il y a peut-être un sujet intéressant à creuser. Il décide donc de consacrer sa thèse aux jeux vidéo. Il lui fallut d'abord convaincre sa directrice de recherche, heureusement ouverte aux cultures populaires, qui l'oriente du fait de sa présence dans un département cinéma vers les liens unissant cinéma et jeux vidéo. Alors c'est vrai que dans un premier temps, moi cinéma et jeux vidéo,
j'étais dans ces a priori très partagés par la communauté des gamers, qui est que c'est un mariage un peu bancal, que c'est pas forcément la relation la plus intéressante à observer quand on veut s'intéresser aux jeux vidéo. Moi, j'aurais été plus porté à travailler sur l'œuvre de Shigeru Miyamoto, d'essayer de comprendre pourquoi c'est un auteur, est-ce que c'est un auteur, etc. Peut-être des questions que j'explorerai plus tard. Mais donc, on est parti sur cette idée-là qu'il fallait être dans cette relation cinéma-jeu vidéo, ce qui était finalement pas mal, parce que comme moi j'arrivais avec quelques a priori, c'était assez bien d'un point de vue de chercheur pouvoir essayer de voir un peu d'où venaient ces a priori, pourquoi je les avais, puis essayer de les démonter un peu. Et puis ça permettait aussi d'avoir une forme de distance un peu par rapport à l'objet, et puis de pas être le fanboy qui a envie absolument de dire à la terre entière que le jeu vidéo est un domaine formidable, et donc d'avoir la bonne distance analytique, critique, pour pouvoir traiter d'un point de vue académique de cet objet-là. Mais le thème choisi n'a guère facilité à l'époque ses démarches dans le monde universitaire. Ça a été une recherche de 4-5 ans. Ça n'a pas toujours été évident, parce que quand on est sur un objet qui est peu légitimé culturellement, ça se ressent aussi dans l'accueil que lui fait l'Académie. Et c'est vrai qu'au départ, quand je candidatais pour des colloques, pour aller parler à des conférences, des événements universitaires, ou en tant que doctorant, tu es censé aussi aller parler en public et présenter un peu tes recherches. Dans un premier temps, souvent, on me regardait un peu d'un drôle d'œil en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui parle de vidéo ?» Non, je parle de jeux vidéo. Ah bon, mais jeux vidéo, mais c'est pour les enfants, etc. Bon, ouais, mais pas seulement. Ça a changé, ça évolue. Et puis ma grande chance, d'une certaine manière, ça a été de prendre contact à l'époque avec un garçon qui s'appelle Grégory Murat, qui était conservateur à la Bibliothèque nationale de France et qui s'occupait là-bas du dépôt légal des documents numériques, le dépôt légal qui existe depuis 1992. Et dans ce dépôt légal des documents numériques, il y a des jeux vidéo qui sont conservés. Et donc, la Bibliothèque nationale m'a permis, en fait, pendant 3 ans, d'avoir un accès privilégié aux jeux qu'ils recevaient, de pouvoir travailler là-bas dans les salles de recherche. Et puis surtout, ça a été formidable parce que d'un point de vue académique, d'avoir cette estampille Bibliothèque nationale, ça a vraiment facilité la possibilité de pouvoir avoir une activité universitaire de recherche dans ce domaine-là. D'autres rencontres l'ont aidé dans la réalisation de sa thèse, comme celle des membres aux horizons variés de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, par exemple. Il rencontre ensuite les fondateurs de Pix'n'Love qui, intéressés par sa thèse, lui proposent de l'éditer sous forme de livre. Les 600 pages écrites par Alexis Blanchet deviennent, après réflexion, discussion et 1 mois et demi de réécriture, un bouquin conséquent et tout à fait accessible de 450 pages. Mais alors, quels sont les jeux abordés ? Alors, il y a des jalons comme ça dans l'histoire du jeu vidéo et de ces 15, 20 ou 30 dernières années. Metal Gear Solid en fait partie. Je pense que les jeux Star Wars du début des années 80, les adaptations par Atari de Star Wars sont aussi des jeux qui ont un petit peu marqué l'esprit des joueurs à l'époque, parce que c'était des performances techniques avec des graphismes vectoriels et la capacité de refaire vivre un moment, une séquence particulièrement intense des films, et surtout d'un film très, très populaire. J'ai l'impression ensuite qu'on a un objet comme Aladdin 1993, c'est aussi la capacité d'un jeu vidéo à pouvoir reprendre des techniques de l'animation pour améliorer l'animation d'un avatar ou de sprite dans un jeu de plateforme 2D. C'est sûr que les GTA, particulièrement Vice City, sont des jeux qui empruntent à Scarface, qui empruntent à de Flic à Miami, qui savent comme ça recycler et faire leur des imaginaires ou des images même qui sont celles d'un certain cinéma hollywoodien. Voilà, on a comme ça toute une série d'objets qui montrent bien, d'une part, que le jeu vidéo n'est pas un secteur pur, qui fonctionnerait que par lui-même, que sur ses propres références, et qui a besoin de se nourrir d'autres imaginaires. Et bien évidemment, dès le début de l'histoire du jeu vidéo, les imaginaires qui viennent du cinéma, ils sont assez fabuleux. Moi, il y a un jeu que j'adore pour ça, c'est le Conquer Bad Fur Day de Rare,
sur Nintendo 64. Je crois que le vrai plaisir de jouer à Conquer Bad Fur Day, c'est d'être sur cette console familiale par excellence qui est la Nintendo 64 de Nintendo, et de voir que entre Range Mécanique, Il faut sauver le soldat Ryan, Matrix, enfin que les références cinématographiques abondent et qu'on est dans une logique de commentaire sur ces films-là, qu'on va pasticher, sur lesquels on va ironiser d'une certaine manière. Donc là aussi, le jeu vidéo montre aussi toute la maturité acquise au fil des ans. Et voilà, si vous voulez vous procurer ce bouquin, il est disponible sur le site Pix & Love et dans les enseignes distribuant habituellement les ouvrages de cette maison d'édition, décidément pas comme les autres. Attends, écoute celle-là. Histoire de renforcer encore l'analogie, le jeu contiendra également des voix digitalisées enregistrées par de véritables professionnels du doublage. Dommage que ces derniers soient anglais, on aurait bien aimé jouer avec les voix de Roger Carrel, Pierre Tornade ou Micheline Dax. Tout ça signé Marc Lacombe. Comme quoi, même déjà en 91, il avait des références de vieux, quoi. C'est étonnant. Temps perdu ? Bonjour, vous avez du mal à payer votre loyer ? C'est pas grave, puisqu'il augmentera le mois prochain. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au Temps perdu. J'aime bien les Zouli Châteaux. J'aime bien d'abord parce que c'est Zouli, mais aussi et surtout parce que la plupart du temps, dedans, il y a des princesses à sauver tout aussi Zouli. Et patatras, voilà que dans Tiny Castle de Nitroom, on est dans un château pas si Zouli, à vouloir libérer, ou pas d'ailleurs, une princesse que finalement on ne sait pas si elle est Zouli parce qu'elle est trop petite sur l'écran et que du coup on voit pas bien à quoi elle ressemble. Mais bon, au moins ça fait un super jeu. Malheureusement beaucoup trop court. J'aime bien aussi les jeux de construction, peut-être parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu dans mon enfance. C'est vrai, où que j'aille quand il y a des monstres, des mômes, ils ont toujours des trucs à empiler pour ensuite pouvoir les faire tomber bruyamment. Je pense donc que quelque part j'ai dû être frustré de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir esbaudir mes parents de ma créativité lors de cet exercice hautement culturel. Donc, cette semaine, je vous propose le sympathique Lofty Tower de Cornfin. En fait, j'aime bien les jeux en général, faut bien le dire. Sauf parfois quand les jeux ils sont trop durs pour moi. Par exemple, je crois que je n'ai jamais été super bon au machin où il faut tenir des bidules en équilibre sur des trucs tout plats. Alors quand il s'agit de les faire rouler en évitant des pièges, forcément je suis complètement largué. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Cosmic Cube, plus par souci de professionnalisme journalistique que par attrait personnel. Tout le monde dit que c'est génial, mais moi je ne vois qu'une seule chose, parce qu'à la fin la bille, elle tombe. Mais après, ce que j'aime le plus, c'est les jeux qui te filent la banane et qui font que des singes, ils arrêtent de pleurer. Ouais, comme dans Monkey Go Happy 2. Ce point and click tout sympa où il s'agit de trouver un moyen de rendre le sourire et leur joie de vivre à ces deux pauvres primates. Bon, ok, ça ne va pas super loin non plus, mais c'est rigolo, ça permet de se creuser un petit peu la cervelle. Et surtout, ça permet de gagner du temps, ce qui, n'oublions pas, permet de ne surtout pas oublier qu'il faut passer au jeu suivant. Car en effet, j'ai omis de dire que par contre, ce que je n'aime pas, mais alors vraiment pas, c'est Mario. Allez savoir pourquoi, ai-je été traumatisé par un plombier moustachu dans mon enfance ? Ai-je toujours été allergique aux champignons hallucinogènes qui te font croire que t'es plus grand et que tu peux monter sur des dinosaures gentils avec des langues démesurées ? Ou est-ce parce que j'ai une aversion toute particulière pour les gens qui refourguent la même dope depuis des années ? Ou peut-être parce que non, je ne peux pas le croire, ce mec en salopette ne peut pas être la star d'un jeu de combat. Car oui, je déteste Mario Smash Bros Biscotte. Alors que si on reprend le même concept, qu'on y met des zombies et autres persos bizarres et qu'on appelle ça Chaos Faction 2, là tout à coup je trouve ça génial. En plus il y a des modes multijoueurs, des éditeurs de niveau, des bonus à ne plus savoir quoi en faire et là, ok je veux bien le croire, je comprends qu'on puisse y passer son temps. Ce qui tombe plutôt bien, n'est-ce pas ? Car nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Non, mais Mégalomania. Alors, j'ai essayé de pas me vautrer autant que la dernière fois. Ah, en même temps, c'est dommage qu'on le voit pas bien parce que là, il y a pas de téton.
Ah là, c'est pas trop vert, voilà. Mégalomania, j'étais fan de ce jeu. Alors j'avais... attends, tu donnais des ordres. C'était un truc de construction, civilisation, machin truc. T'envoyais tes petits hommes creuser des trous pour récupérer des minerais qui te permettaient de changer d'âge, de passer à la conquête spatiale. Et puis c'était merveilleux. Et puis à chaque fois, t'avais ton général, là, tu lui donnais un ordre, il répondait « Ouh, très bien, monseigneur ». Un truc comme ça, je sais, je vais encore me faire ramasser, mais... Je ne me souviens pas exactement des mots, vraiment à la virgule près, mais je me souviens de cette émotion, de ce plaisir que j'avais de jouer. À l'époque, on savait faire des jeux. Maintenant, à quoi on joue, hein? À quoi on joue à des jeux en flash? Non, parce que ça, c'est temps perdu, c'est ce qu'on vient de voir. Bah non, maintenant ça tombe bien, c'est Rétro et Magique, justement. Ils vont parler de vieux jeux, des vieux jeux de l'époque qui étaient bien. Créé en 1984 par Alan Miller et Bob Whitehead, déjà fondateur d'Activision, Accolade est un développeur et éditeur américain qui était connu pour la qualité graphique et technique de ses jeux, publiés sur les différents ordinateurs de l'époque. L'une des séries phares de l'éditeur fut initiée en 1987 avec le premier Test Drive. Ancêtre spirituel de la série Need for Speed, Test Drive propose aux joueurs de conduire une voiture de sport sur une route dangereuse. Il doit atteindre la station-service le plus vite possible en évitant les autres véhicules, le ravin et surtout les voitures de police qui ne manqueront pas de lui coller au train pour lui décerner un PV bien mérité. Le jeu ne manquera d'ailleurs pas de se moquer de sa conduite si sa vitesse moyenne ne dépasse pas celle d'un escargot anémique. Les véhicules proposés étaient prestigieux, puisque l'on se retrouvait au volant d'une Lamborghini Countach, d'une Ferrari Testarossa ou encore d'une Porsche 911 Turbo. La petite animation de début qui montrait le conducteur dans ses voitures de rêve, affublé de lunettes de soleil de frimeur, faire un sourire ultra bright aux joueurs avant de donner un bon coup d'accélérateur est entré dans la légende. Test Drive a rencontré un grand succès en raison notamment de la qualité de ses graphismes avec une sensation de vitesse très bien rendue. Le jeu ne se renouvelle pas beaucoup, mais le tracé de la route devient de plus en plus périlleux au fur et à mesure de la progression du joueur. Comme son nom l'indique, la plus grande innovation apportée par Test Drive 2 est l'inclusion d'un conducteur rival qui affronte le joueur sur la route. Il s'agit toujours d'atteindre le checkpoint que représente la station-service le plus vite possible, sans finir dans le décor ni se faire arrêter par la police. A noter qu'on se rend rapidement compte que la police n'en a jamais après notre rival, qui peut passer à toute berzingue sans être inquiété alors qu'on est soi-même sur le bas-côté en train de récolter une contravention des plus salées. Il y a de la corruption dans l'air. L'autre particularité de Test Drive 2 fut la multitude d'add-ons publiés par Accolade rajoutant de nouvelles courses et de nouveaux véhicules. Le jeu de base ne propose qu'une seule course appelée Master Scenery, dans lequel on retrouve une route sinueuse semblable à celle du premier Test Drive, à la différence que le décor change à chaque passage d'étape pour emmener le joueur dans le désert ou dans une route de forêt. Les add-ons rajouteront un environnement baptisé California Challenge, inspiré des paysages de Californie évidemment, puis un autre baptisé European Challenge où chaque étape correspondait à un pays d'Europe. Test Drive 3 représente une évolution importante pour la série mais aussi pour les jeux de course en général. Du point de vue technique, le jeu passe en full 3D tant pour les décors que pour les véhicules. Ainsi que le jour-nuit est intégré dans le jeu, de même que des conditions météorologiques qui changent radicalement la manière d'appréhender une course. Ce qui est quand même plutôt avancé pour un jeu sorti il y a 20 ans. Mais la principale nouveauté du jeu vient du fait que les circuits ne sont plus basés sur des tracés prédéfinis, mais autorisent le joueur à explorer le décor à sa guise pour trouver routes alternatives et raccourcis. Le joueur doit cette fois se mesurer à 2 adversaires gérés par l'IA, et la police est évidemment toujours sur la brèche. Parmi les petites touches innovantes de Test Drive 3, on notera la possibilité d'utiliser l'autoradio du véhicule, ou encore de visionner des replays des courses en changeant manuellement la position de la caméra.
L'équipe responsable de Test Drive 3 participera à certains épisodes de la série des Need for Speed. Et après leur départ, la série Test Drive connut de nombreuses suites de qualité plus que douteuses. Accolade fut racheté par Infogrames en 1999. Et c'est l'éditeur français qui saura remettre la série sur la bonne voie avec l'ambitieux Test Drive Unlimited sorti en 2007. Non, parce que Test Drive, j'y ai joué aussi, attends, tu parles. Mais là, celui-là, il a pas l'air mal quand même. Un jeu de l'appel de Cthulhu, une adaptation. Même Pirou, il en a pas parlé, dis donc. Doom of Darchetto, ou Derceto. De la terreur et de l'angoisse sur micro. Doom of Darchetto vous donnera quelques sueurs froides. Rien de bien compliqué à faire, il vous suffit d'explorer une maison, 3 petits points, hantée. Monstre, Darchetto, maison dont le propriétaire mystérieusement mort, entité innommable, terrifiant, voilà. C'est dommage que ce soit pas sur CDI parce que ça pourrait être plus sympa, je trouve. Que les graphismes, ils ont encore... Bon, enfin. Et puis Doom of Darchetto en même temps. Moi, j'aurais vu un truc qui pète un peu plus, genre, je sais pas, bah, il est tout seul, dans le noir. Moi, j'aurais dit Alone in the Dark, hein. Je pense que ça aurait été plus sympa comme nom, plus accrocheur. Enfin, après, vous savez, les commerciaux. Des bisous à tous, à bientôt.